Il y a une certaine fébrilité qui flotte autour de l'Algérie ces derniers temps, non hein? On a entendu parler de rumeurs insistantes concernant une figure militaire, un ancien général. Ça bruisse un peu au sommet de l'État. Alors, on dit écran de fumée, mais est-ce que ce n'est pas plutôt le symptôme de tensions bien réelles ou, disons, d'une nervosité assez palpable au plus haut niveau? La fébrilité, c'est une chose, oui. Mais la réponse, elle, a été très orchestrée. Ce qui a mis le feu aux poudres, ou en tout cas ce qui a cristallisé la tension, c'est cette fameuse réunion du Haut Conseil de sécurité. Ah oui. Ce n'est pas rien, le HCS. C'est vraiment l'organe clé où se décident les grandes orientations stratégiques, sécuritaires du pays. Et c'est présidé par Abdelmadjid Tebboune lui-même, en tant que chef suprême des armées, ministre de la Défense. D'accord. Et le motif officiel, il était très clair. Il fallait contrer ce qu'ils ont appelé des rumeurs malveillantes et des allégations infondées. Et ces rumeurs, elles ciblaient qui exactement? On a parlé de l'ancien général Nasser Djed, c'est ça? On le disait en fuite, cherchant refuge en Espagne, ou même, ironiquement, au Maroc. C'est une cible très symbolique, non? Ah oui, absolument symbolique. Un ancien haut gradé, quelqu'un qui incarne une partie de l'histoire militaire récente du pays. Alors, le faire passer pour un déserteur, un fugitif, et en plus vers des pays avec qui les relations sont, disons, complexes. Ça touche directement à l'image de l'institution militaire et donc par ricochet à la stabilité même de l'État. La communication officielle a donc beaucoup insisté sur le besoin de préserver la cohésion nationale face à ce type de tentative de déstabilisation. D'accord, donc notre objectif ici, c'est d'aller un peu au-delà de ces communiqués, qui sont forcément très contrôlés. Qu'est-ce qu'on peut vraiment lire entre les lignes? Quel jeu de pouvoir, quelle dynamique interne, externe, ça révèle tout ça? C'est exactement ça. Il faut décortiquer les faits, la nature de cette campagne de désinformation, si c'en est bien une, comment l'État a réagi, et surtout, comment tout ça s'inscrit dans le grand jeu, le positionnement stratégique de l'Algérie. Un positionnement qui se veut de plus en plus affirmé, c'est vrai. Oui, dans une région et un monde, bon, on le sait, très agité. On va essayer de décrypter les signaux, même les plus faibles, les non-dits. La composition de ce conseil, par exemple. Son timing, les messages envoyés. Aux partenaires comme aux rivaux, d'ailleurs. Tout ça a forcément un sens. Précisément, et au-delà du sécuritaire pur ou du diplomatique, il y a aussi cette vision algérienne de sa propre sécurité, une conception qui, d'après ce qu'on comprend, intègre de plus en plus les dimensions sociales, économiques. C'est cette approche globale qu'il faut essayer de saisir. Alors, entrons dans le vif du sujet. Cette campagne de désinformation présumée. Pointer du doigt des cercles hostiles, et en particulier le voisin marocain, le fameux Maxen, comme on dit. Bon, est-ce que ce n'est pas un peu facile? Une ficelle un peu grosse, le réflexe classique pour détourner l'attention? C'est une question légitime, bien sûr. Accuser l'extérieur, c'est une constante dans le discours algérien quand il y a une crise, mais les analyses qu'on a pu lire suggèrent quand même une certaine logique derrière cette opération précise. Ah oui? Laquelle? L'objectif prêté à ces rumeurs serait triple. Premièrement, semer le doute dans l'opinion publique algérienne. Deuxièmement, saper la confiance qui est essentielle entre la population et ses institutions, surtout l'armée. Et troisièmement, écorner l'image de stabilité, de contrôle que l'Algérie essaie de projeter à l'international. Et l'opinion publique, justement, comment elle aurait réagi? Plutôt crédule ou méfiante? On a des échos? D'après les sources, la réaction majoritaire aurait été plutôt de la vigilance, voire du rejet. Il y aurait une certaine prise de conscience, chez une partie de l'opinion, de ces mécanismes de manipulation, de ce qui est perçu comme une sorte de guerre médiatique, psychologique, assez récurrente contre le pays. Et cibler une figure comme Nasser Djed, un nom connu, mais bon, qui n'est plus aux affaires depuis un moment, ça pourrait viser à donner un semblant de crédibilité. À rendre l'histoire plus plausible qu'une rumeur vague et anonyme. Donc, cette réunion du Haut Conseil de sécurité, ce n'était pas juste pour démentir une rumeur. C'était une démonstration de force, en quelque sorte. Un message pour dire « on est là, on est vigilant, on est unis et on maîtrise la situation ». C'est exactement l'interprétation qui domine dans les analyses, oui. Une façon très formelle, très solennelle de réaffirmer que la défense nationale, la protection des institutions, c'est la priorité absolue, non négociable. Une mise en scène du pouvoir, donc. Oui, une mise en scène.
pour clore l'incident en affichant la sérénité, la détermination au sommet. Et aussi, sans doute, pour couper court à toute spéculation sur d'éventuelles fissures internes que cette rumeur aurait pu chercher à exploiter ou même à créer. Parlons un peu du timing et de la composition de ce conseil, parce que c'est là que ça devient particulièrement intéressant, je trouve. La réunion a lieu juste après un remaniement ministériel. Le tout nouveau Premier ministre, Nadim Sofiane Sfib, est là. Mais, et ça n'a échappé à personne, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, lui, est absent. C'est une chorégraphie pour le moins curieuse, non? Simple hasard de calendrier? Signe de priorité interne? Ou carrément un message diplomatique? Alors, la présence du nouveau chef de gouvernement, Nadim Sofiane Sfib, ça a été interprété comme un signe de l'importance, de l'urgence même des dossiers traités. Ça permet d'asseoir sa position d'emblée sur des questions régaliennes. D'accord. Quant à l'absence d'Ahmed Attaf, elle a été très vite expliquée officiellement. Il était, dit-on, retenu par une mission diplomatique, jugée prioritaire, confiée directement par le président Tebboune. Il recevait un envoyé spécial du président rwandais, Paul Kagame, porteur d'un message personnel. Le Rwanda, c'est pas anodin comme choix de priorité affiché, alors qu'on parle d'une crise sécuritaire potentielle. Qu'est-ce que ça nous dit de la stratégie diplomatique algérienne en ce moment? Ah mais c'est extrêmement révélateur. Loin d'être anecdotique, cette justification met vraiment en lumière l'importance croissante, je dirais même centrale, de la dimension africaine dans la politique étrangère algérienne. C'est vrai. Oui, Alger a investi beaucoup dans le renforcement de ses partenariats sur le continent. Il y a une volonté très claire de contribuer à la stabilité politique sécuritaire en Afrique, mais aussi de promouvoir une coopération sud-sud plus autonome, en réponse à ce que l'Algérie voit comme des ingérences ou des agendas extérieurs. Donc, cette absence justifiée d'Attaf, ce n'est pas un oubli, c'est un signal. C'est un signal fort, oui, envoyé sur les priorités africaines d'Alger. C'est une façon de dire notre agenda stratégique majeur, il se joue aussi, et peut-être même surtout, sur le continent africain. D'accord. L'Algérie qui se voit donc en pivot africain, en acteur incontournable. Mais bon, quand on regarde la carte, le Sahel juste à côté, c'est une poudrière. Coup d'État en série, terrorisme qui ne faiblit pas, la Libye qui reste un vrai casse-tête. Effectivement. Et pendant ce temps, Alger doit composer avec les appétits, les pressions des grandes puissances. Les États-Unis, la Russie, la Chine. Ce grand écart permanent entre les ambitions régionales et ce jeu d'équilibriste mondial, ce n'est pas intrinsèquement risqué, voire intenable à long terme. Le risque est bien réel, oui. Le contexte est indéniablement explosif. L'instabilité au Sahel, c'est une préoccupation majeure pour Alger, évidemment. La menace terroriste aussi, qui mute, qui persiste. Et à ça, il faut ajouter cette compétition féroce entre Washington, Moscou et Pékin pour l'influence en Afrique. Alors la position de l'Algérie, ce pont entre Méditerranée et Afrique subsaharienne, ça lui donne une profondeur stratégique, c'est sûr, mais ça l'expose aussi directement à toutes ces turbulences. D'où cette posture sécuritaire très affirmée, cette nécessité d'anticiper en permanence les menaces. C'est la conclusion logique que tirent les observateurs, oui. Il y a ce besoin perçu d'avoir des politiques sécuritaires proactives, pas seulement pour défendre le territoire, mais aussi pour essayer de stabiliser l'environnement régional immédiat. Ça passe aussi par consolider des alliances, tout en gardant une marge de manœuvre face aux grandes puissances. Oui. C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'il faut peut-être interpréter certaines informations à prendre avec prudence, qui ont circulé sur un débarquement inédit de forces américaines en Algérie. Si ça se confirmait, ça signalerait un intérêt stratégique américain renouvelé ou accru. Et quel serait cet intérêt américain spécifique ? Au-delà des discours habituels sur la stabilité. Les analyses pointent plusieurs facteurs qui convergent. D'abord, la lutte antiterroriste, ça reste un axe majeur pour les États-Unis dans la région. Ensuite, la stabilisation de l'Afrique du Nord et du Sahel, c'est vu comme essentiel pour les intérêts américains et européens. Et puis, il y a un facteur qui monte en puissance depuis la guerre en Ukraine, les énormes ressources gazières de l'Algérie. Ah oui, le gaz. Ça la positionne comme une alternative potentielle, sérieuse, au gaz russe pour l'Europe. Et ça intéresse forcément Washington dans sa stratégie énergétique globale et sa volonté de réduire l'influence de Moscou. Mais attention, il faut tout de suite nuancer. L'Algérie, elle mène un jeu complexe. Elle refuse de mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est toute la subtilité et la difficulté de sa politique, cette diversification assumée des partenariats stratégiques. D'accord. Si les relations avec Washington sont importantes, celles avec Moscou et Pékin le sont tout autant, voire plus sur certains aspects.
La Russie, c'est le partenaire historique, surtout sur le plan militaire, c'est ça? Absolument. Les liens sont profonds, ils datent de l'après-indépendance. Et la coopération militaire est centrale. L'Algérie reste un des tout premiers clients de l'industrie de défense russe dans le monde. Mais ça va au-delà des ventes d'armes. Il y a une convergence de vues affichée sur de grands dossiers internationaux. La défense d'un monde multipolaire face à l'unilatéralisme américain, le soutien à la cause palestinienne, la préférence pour des solutions politiques négociées dans les conflits régionaux comme en Libye, au Mali, même si les approches peuvent parfois différer. Et la Chine alors? C'est l'autre pilier de cette diversification? Plutôt sur le plan économique? Exactement. La relation avec Pékin s'est énormément développée autour des enjeux économiques. L'intégration de l'Algérie dans les nouvelles routes de la soie, la fameuse Belt and Road Initiative, ça a ouvert la porte à des investissements chinois massifs. Ah oui. Et à une présence très forte des entreprises chinoises dans des secteurs clés. Les infrastructures, ports, autoroutes, logements, l'énergie, les télécoms, les mines. C'est un partenariat économique devenu vital pour les plans de développement algériens. On a beaucoup parlé de la scène internationale, des menaces extérieures, de ce ballet diplomatique assez complexe, mais revenons un peu à l'intérieur. Plusieurs observateurs suggèrent que ce Haut Conseil de sécurité, au-delà de l'affaire Génatoris, s'est aussi penché sur des dossiers internes, brûlants. Finalement, cette stabilité que l'Algérie cherche à projeter dehors, est-ce qu'elle ne dépend pas d'abord et peut-être surtout de sa capacité à répondre aux attentes très fortes de sa propre population ? Ah, mais c'est une dimension qui est présentée comme absolument fondamentale dans la stratégie actuelle. Même si les délibérations exactes du Conseil restent secrètes, tout indique que les questions socio-économiques internes étaient bien au cœur des préoccupations. D'ailleurs, le président Tebboune le répète souvent dans ses discours. Le bien-être du citoyen doit être la finalité première des politiques publiques. Concrètement, ça veut dire quoi ce bien-être du citoyen comme priorité stratégique ? D'après les déclarations officielles, ça se traduit par une action sur plusieurs fronts. D'abord, maîtriser l'inflation, préserver le pouvoir d'achat. C'est une préoccupation majeure. Ensuite, améliorer la qualité des services publics essentiels, le logement, l'éducation, la santé. Et puis, renforcer les mécanismes de solidarité nationale. D'accord. La vision officielle, c'est que la sécurité nationale, ce n'est pas juste une question de frontières ou de défense. Elle repose intrinsèquement sur la cohésion sociale et sur la prospérité économique. C'est un peu l'idée d'un contrat social renouvelé comme base de la sécurité. On peut le voir comme ça, oui. Le discours met en avant une approche holistique. Sécuriser le pays, c'est aussi garantir un niveau de vie décent, donner des perspectives aux jeunes, encourager l'innovation, l'entrepreneuriat, créer un climat économique plus favorable. Il est cette phrase qu'on attribue souvent au président Tebboune et qui résume bien cette idée. La sécurité de l'Algérie commence par le bien-être de son peuple. C'est une reconnaissance très claire du lien entre stabilité politique, légitimité du pouvoir et satisfaction des besoins de la population. Les sources suggèrent que des dossiers comme l'emploi des jeunes, la diversification économique pour sortir des hydrocarbures, la réforme de certains secteurs, tout ça est activement discuté à ce niveau. Bon, essayons de faire une synthèse. On entend beaucoup parler de l'Algérie nouvelle, d'une puissance ascendante sur la scène régionale, voire au-delà. Le narratif est assez séduisant, c'est vrai, et il s'appuie sur des atouts réels. Oui. Une armée considérée comme l'une des plus puissantes d'Afrique, du monde arabe, qui se modernise, qui produit même localement. Une diplomatie très active, qui essaye de jouer les médiateurs partout, Libye, Mali, Niger, Sahara occidental. Et bien sûr, ce statut de fournisseur de gaz, encore plus stratégique pour l'Europe depuis la crise ukrainienne. Tout à fait. Mais entre ce potentiel affiché et sa transformation en une influence durable et reconnue, comme disent certaines analyses, est-ce qu'il n'y a pas un fossé? Est-ce que ce n'est pas plus compliqué que ça? Les atouts sont là, c'est indéniable. Objectivement documenté, la modernisation militaire, c'est un fait, le rôle diplomatique est actif, même si les résultats sont parfois mitigés vu la complexité des conflits. Et l'arme énergétique, c'est un levier puissant qu'Alger utilise d'ailleurs avec pragmatisme pour négocier, pour renforcer ses partenariats, notamment avec l'Italie. L'Algérie a incontestablement gagné en visibilité, en poids spécifique ces dernières années. Et donc, si on revient à notre point de départ, cette affaire de rumeurs autour du général Gene, comment elle s'inscrit dans ce
ce tableau d'une puissance qui monte. Eh bien, si on suit la logique des analyses proches du pouvoir, cette campagne de désinformation apparaîtrait justement comme une réaction à cette montée en puissance perçue. Une tentative qualifiée de dérisoire par ses commentateurs de déstabiliser ou de freiner un pays dont l'affirmation croissante dérangerait certains intérêts établis ou concurrents. Le revers de la médaille, en quelque sorte. Il y a une cible potentielle pour ce genre de manœuvre. Donc, pour récapituler, ce qu'on observe, c'est une Algérie en pleine phase de redéfinition stratégique. Elle navigue dans un environnement international, régional extrêmement complexe, très volatile. Elle doit gérer en même temps des défis sécuritaires majeurs à ses frontières, des pressions sociales et économiques internes qui sont fortes et maintenir cet équilibre délicat dans ses relations avec les grandes puissances, dont les agendas sont souvent divergents. Tout ça en essayant de promouvoir cette vision d'une sécurité nationale globale qui lie très fortement la puissance militaire, l'activisme diplomatique, le développement économique et la cohésion sociale. Ce qui nous laisse quand même avec une interrogation fondamentale pour l'avenir. Cette stratégie ambitieuse de diversification tous azimuts, ce jeu sur plusieurs échiquiers en même temps, russes, chinois, américains, européens, africains, tout en devant absolument répondre aux attentes internes d'une population jeune, exigeante. Est-ce que c'est vraiment soutenable sur le long terme ? C'est la grande question. Est-ce que l'Algérie pourra indéfiniment maintenir cet équilibre, somme toute précaire, ou est-ce que les pressions externes et internes finiront par l'obliger à faire des choix plus nets, à choisir un camp plus clairement, au risque peut-être de perdre une partie de cette autonomie stratégique qu'elle défend si âprement ? C'est sans doute là que réside le principal défi pour les années à venir. Une question qui, je pense, mérite de rester ouverte à la réflexion.